Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho sur France 24. Bonjour Philippe Manière, chroniqueur à France Culture et également à Challenge et puis président de Footprint Consultant. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Heyer, directeur à l'OFCE. Alors la loi travail commence son marathon parlementaire. Malgré les modifications apportées au texte, CGT, FO, Solidaire et l'UNEF demandent toujours le retrait du texte. Étudiants et lycéens manifesteront à nouveau jeudi. François Rebsamen, ancien ministre du Travail, estime que des évolutions semblent encore nécessaires du côté notamment des motifs de licenciement économique. Alors, une sacrée bataille parlementaire en perspective. Que peut-il se passer? Le texte peut-il être totalement vidé de sa substance? Le gouvernement sera-t-il contraint d'utiliser le 49.3? On écoute Pierre Gattaz, patron du MEDEF, et on en débat ensuite. Si ce texte dénature encore, si ce texte continue, je dirais, de renforcer des contraintes pour les PME, les TPE, les entreprises, eh bien, les chefs d'entreprise seront en colère. Et un pays avec des chefs d'entreprise en colère, vous savez, je dirais que c'est dramatique. Philippe, votre réaction face à ce que dit Pierre Gattaz, est-ce qu'il va être totalement vidé de sa substance, ce texte, au final? Oui, enfin, il en reste déjà plus grand-chose. Alors, comme on le sait, le Parlement... D'ailleurs, qu'il soit de droite ou de gauche, il a rarement vocation à renforcer ce type de texte. Donc à la sortie du Parlement, il en restera encore moins. Oui, c'est un fait. Donc ça sera pas grand-chose. Il faut dire que c'est pas très étonnant. On se l'est déjà dit ici, faire ce type de réforme en fin de quinquennat, c'est assez déraisonnable. Et puis pour être très honnête, ces réformes sont, à mon avis, absolument nécessaires. En tout cas, la plupart de celles qui étaient prévues par le texte originel. Mais comme on sait, dans la plupart des autres pays qui ont fait ces réformes, on n'est pas passé par le Parlement, on n'a pas consulté. Bien sûr, on est passé par le Parlement nominalement, mais on a fait le plus possible ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, c'est-à-dire ne pas tenir compte de la rue et imposer quelque chose. Parce que malheureusement, ce sont des mauvaises nouvelles. On ne peut pas demander à un syndicaliste de battre. Ce que vous dites. Pas du tout, parce que vous avez dans la Constitution, par exemple, le système des ordonnances. 49.3. Toujours. Non, mais je parle même pas du 49.3. Les ordonnances. Une loi d'habilitation et des ordonnances. Quand vous devez obtenir que des gens admettent des sacrifices qui sont nécessaires, si vous faites l'analyse que ces sacrifices sont vraiment nécessaires, la dernière chose à faire, c'est de consulter largement, parce que naturellement, et c'est bien compréhensible, tous les corps intermédiaires vont s'opposer. Et donc, regardez ce qui s'est passé ailleurs. Nulle part on a consulté les partenaires sociaux avant de leur donner un coup sur la tête. Parce que c'est normal qu'ils ne veuillent pas prendre un coup sur la tête. Et on peut le comprendre. Simplement, la difficulté, c'est que si on ne leur met pas un coup sur la tête, pardon, tout ça est très métaphorique évidemment, on n'avance pas dans le sens qu'il faut. Et donc, regardez ce qui s'est fait ailleurs. On n'est pas allé voir en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis ce qu'il fallait faire avec les syndicats, parce que les syndicats, ils sont forcés d'être contre. Et si j'étais syndicaliste, je serais contre. Donc, il faut le faire sans leur demander leur avis. Non, il reste peu de choses et peut-être le 49.3, dernier recours. Eric, pas vraiment en accord complet avec ce que vient de dire Philippe. On voit bien que, d'abord, il y a des élections pour ça présidentielle. C'était pas dans le programme non plus. Donc normalement, on est élu sur un programme et on fait le programme. Bon là, François Hollande n'a pas été élu sur ce programme-là, donc c'était un peu plus compliqué. Et alors ensuite, dans les autres pays, on voit bien qu'en Allemagne, il y a quand même une discussion avec les syndicats. Donc peut-être que c'était ça la première réforme à mener en France, c'est de remettre un peu du dialogue social et reconstituer des corps intermédiaires qui sont crédibles. Mais alors ensuite, regardons l'Italie, comment ils ont fait. Et ce qu'a fait l'Italie, c'est bien plus malin que ce qu'a fait la France. C'est-à-dire que tout ne change pas. C'est-à-dire qu'ils ont instauré un nouveau contrat de travail bien plus flexible, mais alors que tous les insiders restent. C'est-à-dire que ça ne change pas la vie. Vous trouvez ça malin? Moi, je trouve ça injuste. Alors, vous trouvez ça injuste. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi ça fonctionne? Je veux dire, pourquoi il n'y a pas eu la rue il n'y a pas eu l'ensemble des salariés dans la rue? C'est que justement, sont concernés uniquement les nouveaux entrants. Donc eux, c'est soit le chômage, soit un contrat un peu plus flexible. Donc eux, ils sont contents. Et ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas touchés. Donc, vous voyez que faire un passage en force comme on le veut aujourd'hui, effectivement, le problème de cette loi, c'est qu'elle est mal née. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Même si on... Mal née, une question de moment, une question de fond. Les deux. C'est-à-dire que, c'est le troisième point de vue, c'est-à-dire que les économistes ne sont pas d'accord sur quel va être l'impact de cette mesure sur l'emploi. François Rebsamen dit qu'il n'y aura aucun impact significatif sur l'emploi avant la fin du quinquennat. Donc même les politiques le disent. Oui, mais même les politiques le disent. C'est pour ça que quand on nous dit on sait que ça va dans le bon sens, non, on n'est pas aussi sûr que ça. Ça va très probablement dans le bon sens sur le moyen long terme. À court terme, il est possible qu'il y ait un petit accroissement du chômage parce qu'il y a un stock de salariés que les entreprises n'ont pas osé licencier parce que ça coûtait trop cher. Donc regardons les choses en face. Dans un premier temps, il est possible que ce soit plutôt un accroissement du chômage temporaire et limité, mais objectivement un accroissement. En revanche, dans le moyen long terme, un investisseur ne fait confiance
à l'avenir que s'il sait qu'il va pouvoir ajuster sa force de travail à son carnet de commandes, à sa stratégie internationale. Et quand on nous raconte qu'on peut très bien continuer comme ça, écoutez, il suffit de regarder ce qu'on fait depuis 25 ans. La France est aujourd'hui absolument incontestablement le seul pays qui a 2 caractéristiques communes. Il n'a jamais réformé le contrat de travail dans un sens qui soit défavorable aux salariés. Et on a une quantité de garanties énorme, et il est le seul pays où le chômage n'a ni baissé au début de la décennie, ni aujourd'hui. Vous avez d'un certain côté les pays comme Espagne, Italie qui sont en train de faire de très gros progrès après être tombés très bas, puis vous avez de l'autre côté tous les autres sauf nous qui ont fait des réformes et qui ont bénéficié d'une très forte reprise de l'emploi, disons entre 2010 et 2012. On est les seuls. Alors moi je vais qu'on continue à nier l'évidence. Sur le fond, plus question de plafonner les indemnités. Vous avez peut-être plaidé la coïncidence. Non, parce que quand Philippe dit que le chômage baisse ailleurs, il prend les chiffres du BIT, d'accord. Si je regarde les chiffres du BIT pour la France, ça baisse aussi. Je ne prends pas les chiffres du BIT, je prends les chiffres. Ah mais si, le chômage création, regardez les créations d'emplois en Espagne, en Italie, c'est sans comparaison avec ce qu'on fait nous. Si, complètement. C'est complètement en comparaison. Même, on a envie de dire que si on prend depuis la crise économique, l'Espagne est oui, mais si on prend les 2 dernières années. Comment expliquer que le chômage baisse ? Il y a tous les autres qui avaient fait des progrès. Ils ont détruit 2 800 000 emplois avant la crise. Je sais bien. Oui, mais du coup, vous pouvez pas. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a des pays qui ont bien performé avant, puis ceux qui performent bien non, maintenant. mais la France, et nous, on l'a fait ni avant ni maintenant. Si, la France a mieux performé. On a toujours le même taux de chômage pathétique de 10%. Oui, mais on est 10 points en dessous. On est 10 points en dessous de votre exemple qui est l'Espagne. L'Espagne était au même taux du maximum qu'avait l'Espagne. L'Espagne était à un taux de chômage identique à nous avant la crise. Maintenant, il est 10 points au-dessus. On peut pas prendre l'Espagne comme modèle. Et alors, deuxièmement, quand Philippe dit qu'il n'y a pas eu de réforme, la rupture conventionnelle, c'est tout de même une énorme avancée qui est récente. Nicolas Sarkozy. Eh ben oui, mais d'accord. On parlait des réformes depuis le début de la décennie. La rupture conventionnelle, je suis absolument d'accord avec vous. Très utilisée, me semble-t-il, également. C'est fondamental. Allez, on passe à la nouvelle mini-cagnotte pour le président. Bonne surprise, l'exécutif dispose d'une avance de 6 milliards d'euros sur les prévisions budgétaires liées à un taux de croissance un peu meilleur que prévu, 1,2% au lieu de 1%, un tour de vis des dépenses des collectivités locales. Du coup, déficit public de 3,5% du PIB plutôt que de 3,8% prévu. Que faire de cette cagnotte ? Là, effectivement, on n'est pas d'accord. Philippe ? C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que il faut investir cet argent. C'est juste un truc de dingue. Ce pays dépense tous les ans 15-20% de plus que ce qu'il encaisse. Son taux d'endettement est pas loin de 100%. C'est à peu près irréversible. On sait qu'on va avoir un mal fou à se désendetter. On va avoir un déficit légèrement inférieur à ce qu'on pensait, très supérieur à celui de la quasi-totalité de nos voisins. Et on se demande si on a une cagnotte, est-ce qu'il faut en faire ? Mais on est chez les dingues. Il n'y a pas de cagnotte. On est toujours dans des trous abyssaux. Ils sont simplement très légèrement moins abyssaux que prévu. Attendez, on va quand même pas non plus ouvrir le champagne et téléphoner à la famille. C'est nul. On est nul. On est juste légèrement moins nul qu'avant. Légèrement moins nul que prévu. Mais enfin, on continue à être nul, donc il faut continuer à progresser. Donc il faut conserver la poursuite de la trajectoire sur les déficits. Dans cette circonstance, c'est une sorte de péché contre l'esprit. On ne devrait pas se l'autoriser. 6 milliards d'euros tout de même. Il ne faut plus en parler de cagnotte. 6 milliards d'euros. Mais c'est 6 milliards d'euros de moins à perdre. Vous vous rendez compte, sur des centaines de milliards. Alors, je suis d'accord avec Philippe, on ne doit pas parler de cagnotte, ça c'est normal, effectivement. Quand on a 3,5 de déficit, il n'y a pas de cagnotte. On peut tout de même dire, au lieu de dire qu'on est toujours très nul, etc., on peut tout de même rappeler quelques chiffres, c'est que c'est la première fois, ce budget, où la dépense publique en volume baisse. On peut applaudir tout de même. Donc ce qu'on dit, quand on dit qu'il n'y a jamais d'austérité en France, là, la dépense publique a progressé de 0,9 avec une inflation à 1,1. Donc ça veut dire que la dépense publique en volume a baissé, c'est la première fois depuis 20 ans. Pas la dépense de l'État. Si, la dépense publique. Les collectivités locales qui avaient tellement déliré qu'elles rentrent un tout petit peu. D'accord, mais ok. Bon, pour la première fois, alors si ça c'est pas de l'austérité, ça y est, on peut dire qu'on est dans. Vous appelez ça de l'austérité, vous ? Mais non. Quand la dépense publique baisse, alors je sais pas quand est-ce qu'on peut parler d'austérité. La définition de l'austérité, c'est pas la baisse de la dépense publique. Ah bon, alors c'est quoi, Philippe ? Alors, mais moi vous m'étonnez. Alors si l'austérité, normalement pour tout le monde l'austérité c'est la dépense publique, et moi je suis d'accord avec vous, il faut rajouter les impôts. Quand on augmente les impôts, c'est l'austérité. Mais quand on baisse la dépense publique, c'est l'austérité. C'est-à-dire que la population augmente de 0,4 et là la dépense publique baisse de 0,2, donc ça veut dire qu'il y a une austérité de 0,6. C'est-à-dire que chaque donc faut-il faire un geste, faut-il investir ? Alors non, et là je pense que c'est là Valérie le problème. Rabault, rapporteuse du budget. C'est que le problème, c'est qu'on a fait cette austérité, c'est-à-dire une baisse de la dépense publique sur l'investissement. Voilà, c'est la catastrophe. Donc effectivement, il faudrait dans la dépense courante. Oui, là, je suis d'accord. Mais d'accord. Mais donc du coup, aujourd'hui, on fait de l'austérité n'importe comment, c'est-à-dire que c'est l'investissement, et on sait que l'investissement, c'est ce qui va faire la croissance de demain et donc les emplois d'après-demain. Donc c'est la catastrophe. Donc c'est pour corriger le tir.
finalement. Alors donc, si c'est faire de l'investissement, donc en gros, moi je serais d'accord avec Valérie Rabault. Pourquoi on coupe l'investissement? Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, tout simplement. Oui, mais évidemment, la seule petite légitimité d'une dépense financée par le déficit, c'est la dépense d'investissement qui profitera aux générations futures. Donc, la dépense courante... oui, on est d'accord là. Oui, mais donc du coup, il faudrait faire de l'investissement et faire en gros, globalement, ce qu'il faudrait, c'est sortir l'investissement du calcul du déficit. Ah non. Si, parce que... Mais oui, mais du coup, on aura... On casse le thermomètre parce qu'il fait trop chaud, ça va pas du tout. Mais non, parce que du coup... non, mais parce que là, on sait que c'est la catastrophe. C'est-à-dire que cette austérité-là est plus catastrophique que pas d'austérité. Oui, il vaut mieux tailler dans la dépense courante. Moi, je ferai tous les investissements que vous voulez quand on aura taillé dans la dépense courante. Vous mettez une règle sur le déficit. Vous pouvez pas le faire, ça, malheureusement. Une minute pour dire un mot sur la loi Sapin qui passe en Conseil des ministres demain. Création d'une agence anticorruption. C'est une loi anticorruption. Statut pour des lanceurs d'alerte. Philippe, ça va changer les choses? Ce qui est dommage, c'est que dans ce texte, il y avait quelque chose qui était très bien au début, c'est la capacité de passer des transactions. Il faut quand même regarder les choses en face. Aucune entreprise française n'est jamais condamnée pour des faits de corruption, comme si elles étaient parfaitement vertueuses. Évidemment, elles ne le sont pas. Pourquoi c'est autrement ailleurs? Parce qu'autrement, on peut faire des transactions aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. Ça a été retoqué, me semble-t-il. Ça a été retoqué pour des raisons légales qui sont respectables, mais c'était ça le cœur du projet. Si on enlève ça du projet, il ne reste pas grand-chose. Ça mérite à peine qu'on en parle. Madame, je suis complètement d'accord avec ça. Même cette fameuse agence-là, on est très en retard. Sur les petite agence en plus. Ça va lutter contre le déficit. Ça. Non, mais c'est sur les 41 pays qui ont signé cette convention, il y en a que la moitié qui ont vraiment des résultats, et la France est dernière. On ne peut pas revenir sur la décision du juge justement qui a retoqué cette possibilité de mettre des sanctions. C'est consultation du Conseil d'État en amont de la présentation du texte. C'est pas le juge encore, mais l'État peut difficilement, ça lui est arrivé, mais peut difficilement dire le Conseil d'État est contre pour des raisons juridiques. On y va quand même. L'État n'exclut pas, le gouvernement n'exclut pas d'admettre des amendements sur ce sujet. Donc il ne faut pas complètement désespérer. Mais tant qu'on n'a pas la possibilité de transiger, il n'y aura pas de poursuite de la corruption en France et on restera les derniers de la classe. Merci à tous les deux, vous êtes d'accord au moins sur ce sujet. Merci à vous d'avoir suivis et restez avec nous sur France 24.